Je pense que si on n'a pas le bon équilibre au niveau personnel, ça devient plus compliqué d'assumer ce type de responsabilité. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Caroline, vous êtes directrice de l'école de commerce IESEC depuis juillet 2022. Après un parcours de 20 ans au sein de l'école, comme professeure en contrôle de gestion, directrice académique, puis DGA. Alors, vous êtes l'une des premières personnes que j'ai eu envie d'interviewer parce que lors d'une soirée alumni, lorsque j'ai demandé comment ça se passait avec la nouvelle direction, on m'a répondu « il était temps d'avoir une femme ». Ça m'a marquée parce que je me suis dit que définitivement, une femme DG, ce n'était jamais vraiment anodin. Votre prédécesseur est resté 28 ans directeur de l'école, qui est passé d'une centaine d'étudiants à 7500 aujourd'hui, sur 2 campus. Bon, je pense qu'on peut dire qu'il a encore aujourd'hui une vraie aura sur l'école complètement méritée. Et dans ce contexte, j'ai eu envie d'avoir votre point de vue à vous sur votre rôle de directrice. Du coup, ma première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au podcast ? Bonjour Nelly, un grand merci pour l'invitation déjà. Et ce qui m'a motivée pour participer à ce podcast, c'est que vous êtes une diplômée de l'école. Et j'ai beaucoup d'attaches avec les diplômés de l'école et à cœur d'essayer de les aider dans le développement de leurs projets, mais aussi d'écouter toutes les bonnes idées qu'ils peuvent avoir sur comment continuer à développer cette école pour le futur, puisque comme vous le disiez, 28 ans du directeur général précédent, un super développement assez incroyable sur tous les plans. Donc, je suis convaincue que maintenant, il faut bâtir la suite avec les diplômés, avec les étudiants. Et donc, c'est surtout ça qui m'a donné envie de répondre à cette invitation et puis aussi de partager mon parcours. Merci beaucoup de me faire confiance et merci de la confiance que vous accordez aux diplômés et le réseau que vous gardez, parce que je sais que vous aimez bien être en contact aujourd'hui encore avec les diplômés et avec les étudiants. Moi, ce que je me suis posé comme question, c'est à quel moment vous vous êtes projetée dans le poste de directrice. On a échangé un peu. Moi, je me souviens de votre annonce en tant que DGA. Je me souviens très bien qu'en tant qu'alumni, ça m'avait marqué. Moi, j'avais déjà pensé du coup que la suite, ce serait vous et donc une femme aussi. Et donc voilà, vous, à quel moment vous êtes vraiment projetée dans le rôle de directrice ? Alors, je pense, pour l'anecdote, que le conseil d'administration m'a projeté dans le poste avant que moi-même je m'y projette. Parce qu'effectivement, j'ai passé 20 ans à l'école avec un parcours et des responsabilités sur différents périmètres. Et mon prédécesseur a été là pendant 28 ans. C'est un départ en retraite. Donc, ça n'était un secret pour personne qu'à un moment donné, il allait atteindre l'âge pour partir à la retraite. Et donc, le conseil d'administration avait choisi de préparer sa succession à la fois dans la continuité, mais aussi en avance. Et avait la conviction aussi que le ou la successeur serait en interne. Et donc, j'ai été préparée à travers différentes responsabilités à prendre cette suite. Mais c'est vrai que là où ça s'est vraiment formalisé, comme vous le disiez, c'était avec la création de ce poste de directrice générale adjointe qui n'existait pas auparavant et qui était clairement dans la perspective de travailler pendant 2 à 3 ans en tuilage, en tandem et de pouvoir assurer cette passation dans la continuité et de la manière la plus fluide possible. Comment ça s'est passé, ce tuilage, ce tandem ? Alors, ce tuilage, il s'est bien passé dans la mesure où ça faisait déjà plusieurs années qu'on travaillait directement ensemble sur de nombreux sujets. Elle s'est d'autant bien passée que, d'une part, on avait un partage de valeurs et de visions communes pour le projet de l'école et pour ce qu'on souhaitait faire de l'école, que ce soit le projet éducatif, l'importance de la recherche, l'internationalisation, etc. Et puis, ça s'est aussi passé, dans la douceur, puisque le directeur général précédent a su se mettre en retrait au bon moment sur les bons sujets et a su avant même que je sois nommée officiellement directrice générale de l'école, me laisser la main sur des sujets d'importance comme la définition de la stratégie de l'école pour les 5 prochaines années. Donc ça permet de prendre son poste tout en sachant qu'on a entre guillemets un sparring partner avec qui on peut échanger sur tous les sujets importants. Donc ça rassure aussi. Et puis ça permet de tester ses idées et de bénéficier de l'expérience de quelqu'un qui a été à la tête d'aussi nombreuses années. Donc globalement, ça s'est passé vraiment dans la continuité, mais aussi avec mon envie finalement de donner un souffle différent ou un nouvel élan à l'école. En quoi ça a été important pour vous, ce soutien de l'ancien directeur ? Je pense que
Je suis pas directrice générale de formation. Je sais pas si on peut l'être. Moi, je suis enseignante-chercheur de formation et de métier de cœur. Je dirais, ce qui m'a toujours animée, c'est la transmission, c'est la création de connaissances. Et donc, j'ai pris des fonctions de management, puis de direction générale au fur et à mesure et un peu par learning by doing. Donc, finalement, de pouvoir bénéficier de ce regard extérieur, de cette expertise, de cette expérience, ça permet de confronter ses idées, de discuter de différents scénarios, de différentes hypothèses. Et puis aussi, ça permet finalement d'avoir une ouverture sur l'extérieur, de bénéficier d'un réseau, etc. Donc ça a été, je pense, précieux dans ma prise de poste. Quand est-ce que vous êtes sentie prête pour prendre ce poste ? Je pense que ça se construit dans la durée et dans la continuité, et qu'il n'y a pas un déclic à un moment donné où on se sent prêt ou pas prêt. Il y a déjà eu un moment important en fait qui a été l'annonce aux collaborateurs, l'officialisation 9-10 mois avant la passation de fonction. Finalement, quand les collègues et les collaborateurs vous renvoient des commentaires du type la question n'était pas de savoir si ça serait toi, mais de savoir quand ça se passerait au niveau de la passation. D'une part, c'est valorisant, c'est rassurant, et puis on se dit qu'on est à la bonne place puisque les collaborateurs font confiance. Et si moi j'ai aussi accepté quelque part de prendre ce poste, c'est aussi pour les équipes et parce que j'ai une totale confiance et une grande reconnaissance vis-à-vis des équipes de l'école. Donc finalement, ça se construit au fur et à mesure dans la durée, et je pense aussi dans la relation avec les collaborateurs qui, dans le regard qu'ils renvoient, légitiment quelque part la décision. C'est important cette question de légitimité par les autres, c'est ce que vous dites en fait, qu'il y a eu beaucoup de retours positifs des autres. Comment ça a été annoncé du coup cette passation ? De manière assez officielle, mais dans un cadre convivial, puisque on était en séminaire avec l'ensemble des collaborateurs de l'école, personnel administratif et professeurs, et c'était officiel dans la mesure où c'est notre président, on est une association, donc c'est le président du conseil d'administration qui a pris la parole pour annoncer que ce que tout le monde savait qui allait arriver un jour était en train d'arriver, et dans le même temps dans un cadre convivial, puisqu'on était en séminaire à l'extérieur, au vert, avec les collaborateurs des deux campus, à travailler sur le futur de l'école, mais aussi à passer des temps de cohésion, de team building et des moments conviviaux. Donc je pense que c'était le bon cadre en fait pour faire cette annonce, puisqu'on a rarement l'opportunité, étant sur 2 sites, d'avoir tout le monde en même temps au même moment, et c'était effectivement un moment chargé d'émotions pour moi et puis pour le directeur général précédent, puisque ça a acté les choses et la préparation de son départ en retraite. Donc voilà, un moment dont je me souviendrai très longtemps, parce que je pense que dans une vie ou dans une carrière, on a peu de moments autant chargés en émotions. Et puis une petite larme à l'œil pour nous deux, je crois, on peut le dire. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet événement ? Au-delà de la solennité du moment, ça a été vraiment l'accueil hyper chaleureux des 400 personnes présentes et qui ont applaudi et qui ont manifesté à la fois leurs félicitations puis le fait qu'elles étaient heureuses de cette annonce. Donc ça, effectivement, c'est très marquant. Et puis à titre personnel, quand je suis rentrée de ces 2 jours de séminaire, le regard et les réactions de mes enfants, de mon mari, sont aussi des éléments qui sont des moments qui sont très forts en émotion et qui marquent. Ils ont réagi comment ? Alors forcément, il le savait, on en avait parlé parce que c'est un choix professionnel, mais qui peut avoir des impacts sur l'organisation familiale et personnelle. Donc on en avait parlé tous ensemble, mais je pense qu'ils en sont très heureux et tout ça s'organise bien depuis. C'est quelque chose que vous avez organisé du coup en amont avec votre famille, c'est ce que vous dites, votre prise de poste ? Je pense que c'est pas une prise de poste qui se fait en début de carrière. Donc aujourd'hui, ma carrière est quand même bien établie, bien lancée. Mes enfants ne sont plus des enfants en bas âge. Mon mari aussi a eu le temps de développer sa carrière. Donc finalement, c'est pas une rupture brutale à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est une fonction qui nécessite notamment plus de déplacements, d'être plus à l'extérieur, d'être plus souvent parti. Puis avec aussi pas mal d'événements qui se passent en soirée davantage que dans la journée. Donc ça impacte la vie familiale et je pense qu'il faut au moins en parler, poser les choses et puis que tout le monde en soit conscient et que ça ne provoque pas de frustration ou de problèmes d'une sorte ou d'une autre. Et je pense que
on trouve quand même assez facilement et assez rapidement son équilibre sur cette question pro-perso. Oui, la question pro-perso qui est souvent soulevée. Est-ce que cette prise de poste, elle aurait pu être possible finalement sans ces échanges et ces soutiens de votre famille ? Alors, je pense que la prise de poste en soi aurait pu être possible. La question, c'est celle de la continuité et de la durée. Je pense que si on n'a pas le bon équilibre au niveau personnel, ça devient plus compliqué d'assumer ce type de responsabilité sur 3, 5, 10, 15 ans, peut-être 28. Non, je pense que je serai à la retraite avant, puisque je prends mon poste plus tard et plus âgé que mon prédécesseur. Donc, je n'irai pas à 28 ans direction générale, parce que je pense qu'une directrice d'école qui a plus de 70 ans, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais voilà, pour moi, c'est plus... Voilà, si cet équilibre-là n'est pas là, c'est compliqué de l'assumer dans la durée, en fait. C'est plus ça la question que vraiment de dire, voilà, il y a une bascule un jour J. Je comprends. C'est une question qui est souvent soulevée, hein, le rapport à justement l'équilibre et le rapport à... Alors, vous n'avez pas du tout parlé de charge mentale, donc c'est sûrement pas votre sujet, mais le rapport justement à l'équilibre de la charge mentale aussi entre perso et professionnel, du coup. Par rapport à votre parcours, vous avez parlé de légitimité. C'est quoi les éléments essentiels de votre parcours pour vous qui vous permettent d'assumer cette légitimité aujourd'hui dans le poste, justement ? Mon parcours, il s'est axé autour de 2 grandes périodes. Une période où j'ai été principalement sur des fonctions de professeur, d'enseignant-chercheur, et une période où j'ai été plutôt sur des fonctions de management, en continuant, donc management d'équipe, en continuant quand même à un peu enseigner et à avoir des contributions intellectuelles et à faire de la recherche. Je pense que ces 2 éléments-là, ils sont constitutifs d'une légitimité. Je dirige une école dans l'enseignement supérieur, donc avoir le parcours et le background académique, avoir enseigné pendant plus de 20 ans, avoir écrit, publié, etc., c'est important, et notamment quand on s'adresse à des professeurs et on construit l'école avec tout le staff et avec les professeurs, savoir interagir avec des étudiants. J'ai enseigné en formation initiale, en formation continue, vraiment sur différents types de publics. Et puis, la dimension management, quand on prend un poste de direction, soit direction générale ou un poste dans un comité de direction, elle est importante. Savoir manager des équipes, faire du recrutement, avoir la vision stratégique. Et là, ce qui a été important aussi dans mon parcours, c'est de m'être occupée des accréditations de l'école et d'avoir cette vision 360 sur l'ensemble des activités et de comprendre comment tout ça avance en cohérence. Je pense que ces différents éléments sont importants et sont constitutifs, sont des piliers de mon parcours jusqu'à présent. C'est quoi, selon vous, les qualités essentielles d'une personne dirigeante ? Bonne question. Je me laisse 2 secondes de réflexion. Non, j'allais dire qu'il faut être entrepreneur. Moi, je me dis souvent que j'ai de la chance parce que finalement, je peux innover au quotidien, je peux entreprendre, je peux lancer de nouveaux projets. Et c'est ces projets-là qui vont faire le futur de l'école. Donc, je ne suis pas entrepreneuse au sens où je n'ai pas créé ma propre structure, mais je suis intrapreneuse au sein de l'école IESEG. Donc, je pense qu'il faut oser sortir des sentiers battus, il faut aller chercher des idées auprès de ses parties prenantes, auprès des entreprises, des étudiants, des diplômés, et puis de se dire essayons, expérimentons, si ça fonctionne tant mieux, ça nous fera prendre un coup d'avance, et si ça ne fonctionne pas, on fera autre chose et on tentera un nouveau projet. Donc ça me paraît être une qualité essentielle. Et l'autre élément qui me paraît important, c'est l'attention à l'autre, l'attention aux équipes, faire se développer, faire grandir les équipes, parce que finalement on dirige pas seul et on dirige pas pour soi, mais on dirige avec les autres et pour les autres. Et donc ces 2 éléments-là, créativité, innovation, entrepreneuriat et attention aux équipes et travailler vraiment en cohérence avec ces équipes me paraissent vraiment 2 qualités importantes. En tout cas, c'est celles que je porte au quotidien. Qu'est-ce que vous allez chercher dans les équipes que vous managez ? Ce que j'ai cherché dans les équipes, c'est à la fois qu'elles me challenge, qu'elles osent me dire quand je me trompe, ou alors quand mes idées innovantes sont vraiment trop innovantes et que ça va pas le faire. Ça, c'est important. Et puis, je cherche aussi des équipes qui ont envie d'avancer et de faire bouger les lignes, et qui sont dans un esprit là aussi entrepreneurial, qui ont le souci de bien faire et de faire progresser, mais
pas juste pour bien faire les choses, au service d'un projet qui est l'éducation de jeunes qu'on forme pendant plusieurs années et qui derrière vont soit créer leurs entreprises, soit rejoindre une entreprise plus ou moins grande, soit partir à l'international sur des projets humanitaires ou autres. Et je pense que c'est ça ce que je recherche, c'est des équipes qui... et c'est aussi un de mes rôles au quotidien, c'est de donner du sens, c'est d'expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on travaille, pourquoi on développe tel projet, pourquoi on investit telle ressource. C'est au service d'une mission, et d'une mission qui est l'éducation des jeunes pour le monde socio-économique, pour faire avancer notre société, puis une mission aussi de création de connaissances et de production intellectuelle. Vous parlez de donner du sens, c'est vrai que c'est une grande question du moment, et puis c'est un peu la clé du leadership. Comment est-ce que vous faites pour donner du sens ? J'essaye de prendre le temps nécessaire, et j'insiste dessus parce que c'est pas toujours facile, parce que l'agenda a tendance à se remplir tout seul, même quand on ne sollicite pas. Mais donc de garder du temps pour échanger, alors soit en collectif, on organise des événements, des social events, des apéros avec le staff, etc. Donc qui sont autant d'occasions pour moi pour donner du sens. Soit moi je suis une convaincue de l'importance de la machine à café et de la salle de pause, parce que je rencontre plein de collègues que je n'aurais pas rencontrés autrement dans ma journée, et au travers un bonjour, comment ça va, c'est quoi ton actu aujourd'hui, ou il y a un problème, etc. Ça permet de remettre dans le contexte, d'expliquer pourquoi on a choisi de faire tel projet, d'expliquer pourquoi l'école, je ne sais pas, a recruté telle personne, a changé telle organisation, etc. Et donc je pense que donner du sens, c'est au quotidien aussi, c'est aussi dans le partage d'informations, puisque voilà, on se réunit en comité de direction, on prend des décisions, c'est savoir les faire redescendre, c'est impliquer tout le monde. Donc finalement, c'est beaucoup de temps de dialogue et de partage. C'est pas forcément des longs emails pour expliquer que la stratégie de l'école, ça va être ça, même si ça reste nécessaire de formaliser. Mais je pense que c'est vraiment d'animer les équipes pour que chacun comprenne déjà les décisions, et puis ensuite puisse mettre en place les actions pour avancer dans le sens où on veut aller, et surtout qu'on avance tous dans le même sens, ce qui est important. Ce qui est plutôt important, en effet. Vous parlez beaucoup des gens que vous animez. J'ai la sensation, à confirmer ou non, mais que le relationnel est très important dans votre management, de votre approche. Comment est-ce que vous balancez le côté prise de décision et embarquer le collectif ou impliquer le collectif ? Alors, je pense que on se sent. Enfin, on parlait tout à l'heure de l'équilibre vie pro, vie perso, et je disais que si on n'était pas bien dans sa vie perso, on aurait plus de mal dans la durée dans la vie pro. Je pense aussi que si on n'est pas heureux et qu'on n'a pas confiance dans les gens avec qui on travaille, là aussi ça va être compliqué de le faire dans la durée. Donc oui, pour moi cette qualité de relation au travail, elle est importante. On n'est pas toujours d'accord sur tout, et c'est tant mieux. Mais je pense que dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de se le dire, et c'est de se dire clairement les choses et de partager les différents points de vue, et tout ça dans un souci de respect et d'écoute mutuelle. Donc ça, c'est voilà le premier principe de base, c'est de ne pas hésiter à prendre son téléphone plutôt que d'envoyer un email assassin, ou alors de le relire 3 fois et de laisser passer la nuit, mais vraiment d'être dans le dialogue avec les équipes, et ça me paraît important. Et je m'imagine pas travailler dans une structure où d'une part je n'aurais pas confiance dans les équipes, et d'autre part où il y aurait pas ce respect et cette entente mutuelle. Donc ça, je pense que oui, ça fait vraiment partie de l'équilibre au travail. Après, comme je le disais, il y a des décisions qui sont clairement des décisions d'un comité de direction, voire qui sont des décisions de mon ressort directrice générale. Et c'est trouver le bon équilibre entre les décisions que vous allez discuter, que vous allez co-construire en collectif, et puis d'autres décisions où c'est vraiment la responsabilité de la direction générale que je vais prendre, et que ensuite je partagerai, mais qui pour le coup, ne donne pas tout lieu à discussion et à échange. Je pense que des fois, il y a des arbitrages qu'il faut faire sur aller sur tel ou tel projet, ou des arbitrages financiers, etc. Et il est évident qu'on ne peut pas, sur tous les sujets, dialoguer à 450 collaborateurs au moins. Par contre, quand on échange sur le futur de l'école dans 10 ans ou dans 15 ans, je pense que là, c'est vraiment primordial d'avoir la sensibilité de tout le monde, de donner à chacun la volonté ou la possibilité
possibilité de s'exprimer, mais aussi d'embarquer les étudiants, les diplômés, les entreprises, les partenaires internationaux, parce que plus on va avoir des perspectives multiples sur ces sujets à enjeu et sur notre contribution à la société, plus ça va être riche, finalement. Donc voilà, essayer de trouver le bon équilibre entre les décisions, pour reprendre les termes anglo-saxons, plus top-down, et celles où on va embarquer le collectif. Mais je pense que ça dépend vraiment du type de sujet, en fait, à traiter. Vous avez parlé de confiance, vous dites qu'il faut avoir confiance dans ses équipes, je vous rejoins. Comment ça se passe quand il n'y a pas de confiance? S'il y a des gens avec qui vous n'avez pas confiance, comment ça se passe pour vous? Je pense qu'il faut savoir là aussi prendre les décisions, et ça m'est arrivé d'arrêter des collaborations parce que on n'était pas alignés sur le sens, on n'était pas alignés sur la méthode, ou il y avait effectivement un manque de confiance. Mais dans ma manière de voir les relations au travail, ça n'est pas brutal. Ça se fait dans un accompagnement, dans un dialogue, et puis à un moment donné, je pense qu'il faut aussi savoir acter que la confiance n'est pas là et que la collaboration n'est plus possible sur le long terme. Donc voilà, ça fait partie typiquement du genre de décision de direction générale, enfin tout dépend du niveau. Après, je suis directrice générale de l'IESEG, mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai un conseil d'administration qui m'a nommée, j'ai un président qui m'accompagne sur les décisions, ce qui fait que je suis quand même rarement seule sur une décision, et je sais que je peux me tourner vers ma gouvernance pour pouvoir avoir au moins un regard extérieur, parce que voilà, des fois on peut être fatigué, on peut avoir des soucis ou autre, et ce qui permet pas toujours d'avoir la bonne distance sur le sujet. Mais je pense que quand la confiance n'est pas là, c'est pas du jour au lendemain, c'est aussi dans la durée, et puis je pense qu'il faut savoir prendre des décisions. On a différents programmes à l'école, on peut avoir pris aussi dans le passé la décision d'arrêter un programme parce que ça ne fonctionne pas, parce que le marché n'est pas là, parce qu'il n'est pas au bon niveau de qualité, par exemple. Et donc, c'est toujours des décisions qui sont hyper compliquées. Mais c'est aussi, pour le coup, la responsabilité d'un dirigeant de savoir développer, comme je disais, d'être entrepreneur, mais aussi de savoir arrêter. Alors forcément, c'est pas les décisions les plus faciles et celles qui rendent heureux à la fin de la journée, mais pour moi, c'est vraiment une question de responsabilité vis-à-vis de mon institution, donc vis-à-vis de l'IESEG. En quoi c'est important pour vous que ce soit pas brutal ? Je pense que pour le coup, quelle que soit la décision que j'évoquais, que ce soit vis-à-vis d'un collaborateur, vis-à-vis d'un programme, vis-à-vis d'un partenaire, ça arrive aussi de devoir arrêter avec un partenaire international parce que la collaboration ne se passe pas au niveau de qualité espéré. Je pense que si ça se passe de manière brutale, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de dialogue en amont, et ça veut dire qu'on n'a pas fait de feedback, et ça veut dire qu'on ne s'est pas dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la relation. Donc, je pense que, je l'ai dit, moi, ce qui me motive et un peu mon fil conducteur, c'est l'accompagnement, le développement. Je suis venue à ce métier pour enseigner, pour faire monter en puissance des jeunes et pour pouvoir les accompagner. Aujourd'hui, j'enseigne plus, mais je le fais auprès de mes équipes. Donc, je pense que cette volonté de transmettre, d'accompagner, de faire grandir, c'est un peu mon fil rouge, mon fil conducteur. Et c'est aussi comme ça que je vois mes relations et mes différentes décisions. Donc, quand il y a une situation qui n'est pas satisfaisante, quel que soit le sujet, je pense que la première chose, c'est de faire le constat, de se le dire, d'essayer de trouver les moyens d'action pour améliorer les choses. Donc tout ça se construit dans la durée. Et puis si au final, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, aux indicateurs, rien ne s'améliore, là, il y a une décision qui est prise. Mais c'est vrai que une décision brutale, pour moi, c'est qu'elle a sans doute pas été préparée, ou alors peut-être préparée mais pas partagée, et qu'il n'y a pas eu toute cette phase d'accompagnement préalable. Je vous rejoins, je comprends bien ce que vous dites. Pour avoir vu des arrêts brutaux et non brutaux, c'est vrai qu'on voit qu'en général, quand c'est brutal, c'est qu'on a loupé quelques étapes avant. Vous parlez de votre... Alors, je vais pas dire vos valeurs, mais en tout cas, vous, ce qui vous motive, si j'ai bien compris, c'est de faire grandir, de transmettre. Dans ce que vous avez décrit votre parcours, ça s'est plutôt fait graduellement, en plus, donc sur 20 ans avec l'école, plus une vraie transmission avec le directeur. Qu'est-ce qui a été, par contre, plus compliqué pour vous dans votre parcours, pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a été plus compliqué ? J'ai envie de dire rien, mais ce serait sans doute peut-être trop prétentieux. Mais peut-être que tout a été très fluide pour vous, Moi, je suis quelqu'un qui aime bien apprendre, et c'est encore le cas aujourd'hui, parce que je suis sur une nouvelle fonction que je n'avais jamais exercée auparavant, et donc ce qui me stimule intellectuellement, c'est de découvrir de nouvelles choses et d'apprendre de nouvelles choses. Donc finalement,
Ça s'est construit comme ça dans mon parcours. J'ai réussi à m'adapter ou à trouver les ressorts ou à apprendre les compétences, à acquérir les compétences qui pouvaient me manquer sur certains sujets. Donc ça, je pense que ça facilite les choses. Maintenant, ce qui n'est pas toujours facile, c'est la gestion de la charge de travail, parce que finalement, on est sur des sujets où c'est jamais fini. Donc je pourrais, je pense, travailler jour et nuit et tous les week-ends, et que j'aurais encore des projets à faire avancer, des emails auxquels il faudrait répondre et des collègues qu'il faudrait voir. Donc je pense que quand on arrive à un certain niveau de responsabilité ou de poste de direction générale ou de comité de direction, je vais pas dire qu'on est des sportifs de haut niveau, mais il faut quand même faire attention à garder cet équilibre, à savoir comment on fonctionne. Moi, je sais que j'ai besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, et que si j'ai pas ce nombre minimal d'heures de sommeil, je vais être de mauvaise humeur, à la fois à la maison et au boulot. Je vais être moins patiente, moins à l'écoute, etc. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut réussir à gérer, c'est trouver cet équilibre-là. Et peut-être que savoir dire, là, ce soir, je suis fatiguée, j'arrête, je rentre plus tôt, fera que le lendemain, je vais être en meilleure forme et que finalement, je vais être beaucoup plus efficace que si j'avais continué plus tard en me disant « non, j'ai pas fini », etc. Donc, je pense que ça, finalement, ça s'apprend pas tellement à l'école. Il y a personne qui me l'a dit, etc. Mais savoir faire la part des choses et gérer cet équilibre, encore une fois, et gérer la charge de travail, ça me semble important, là aussi, dans une perspective d'occuper ses responsabilités sur le moyen et long terme, et de pas mettre toute son énergie sur les 6 premiers mois, et puis au bout de 6 mois de se sortir épuisé et de ne pas réussir à aller au-delà. Donc parfois, oui, il y a des soirs où la fatigue est là, où on sait qu'il y a des sujets qu'on n'a pas traités qui sont urgents, où il y a des décisions difficiles sur lesquelles on sait pas, ou je ne sais pas par quel bout le prendre ou comment traiter le sujet. Et ce que je fais en général dans ces cas-là, c'est que je laisse reposer le temps nécessaire, quelques jours, et puis des fois, ça s'éclaircit, finalement. À force de mûrir un sujet, je vais dire de manière plus ou moins consciente, voire inconsciente, voire la nuit, il y a des moments où je me dis, tiens, la solution, c'est ça. Et si je m'étais acharnée dessus il y a 5 jours, finalement, je l'aurais peut-être pas trouvé. Donc voilà, c'est peut-être de se laisser le temps qui est difficile. Parce que finalement, il y a quand même toujours la pression des collègues qui vous attendent sur la décision, de toutes les réunions, les enjeux, les partenaires, etc. Comment vous faites pour vous laisser le temps, du coup ? Je revois sans cesse mes priorités, en fait. Donc j'ai mon agenda. Donc l'agenda, c'est la priorité, parce que je n'arrive pas à une réunion en n'étant pas préparée. C'est de prendre le temps nécessaire. Est-ce que je me bloque quelques plages horaires où je n'ai pas de rendez-vous, je ne veux pas être dérangée, sauf urgence. Mais pour pouvoir préparer mes réunions de la semaine. Et puis après, sur le moyen terme, c'est de dire c'est quoi les enjeux pour l'IESEC, c'est quoi les priorités, et de me bloquer du temps pour travailler sur les sujets de fond. Donc finalement, c'est d'essayer de trouver le bon équilibre entre gérer le quotidien et gérer le moyen long terme, et de faire en sorte que le quotidien ne revienne pas à la charge, vous déborder et vous empêcher de trouver le temps nécessaire pour travailler sur les sujets plus lourds, plus longs, qui vont demander justement ce temps de réflexion. Et du coup, je pense qu'en se projetant, en disant les enjeux à 3 ans, à 5 ans, ce sont ceux-là, en commençant à y réfléchir maintenant, je sais que ça va prendre du temps, mais le fait de commencer à y réfléchir maintenant va semer des idées qui vont germer ou pas, et puis vont me permettre d'avancer sur le sujet. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis c'est aussi d'expliquer son rôle aux collègues. Et alors, pour le coup, venant de l'interne, sur d'autres types de postes et passant sur un poste de direction générale, ça c'est sans doute la partie la moins facile, puisque les collègues ont tendance à continuer à vous solliciter sur les sujets sur lesquels vous étiez auparavant, alors que ça n'est plus mon rôle et ça n'est plus ma responsabilité. Et pour moi aussi, c'est difficile de dire non, je ne vais pas apporter de réponse là-dessus, parce que ça n'est plus mon périmètre, et ma responsabilité vis-à-vis de l'école, c'est d'être sur tel sujet. Donc c'est aussi de faire de la pédagogie pour expliquer aux collègues que maintenant, c'est lui ou elle qui est responsable de tel périmètre.
qu'il a toute ma délégation de pouvoir et ma confiance, et que moi, ma responsabilité, ça va plus être d'être au quotidien là-dessus. Donc, je pense qu'il faut aussi expliquer, voilà. Je pense que c'est différent quand quelqu'un arrive de l'extérieur, directement sur un poste de direction générale, et ne se retrouve plus sollicité. Et d'autant plus que les sujets sur lesquels on me sollicite, ils m'intéressent tous. Donc, j'ai envie de donner mon avis sur tel programme, tel parcours étudiant, etc. Mais c'est pas là-dessus que je dois allouer mon temps. Et si je commence à le faire, là, pour le coup, je ne m'en sors plus, clairement. C'est très intéressant ce que vous dites. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup vu une entreprise quand justement les personnes montaient où lâcher, c'était devenu très compliqué. Donc, c'est vrai que lâcher, c'est un gros exercice. Alors après, par contre, ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des personnes, en tout cas, qui reprennent ce rôle. C'est-à-dire que ça devient compliqué si vous étiez monté et qu'il y avait des postes qui n'avaient pas été pris. Mais là, en l'occurrence, tout a été pensé pour que... Presque. Ah, presque. Tout n'a pas été complètement remplacé à 100%. Non, mais je pense qu'il faut aussi se laisser... ça fait 10 mois que j'ai pris mon poste. Donc, l'idée, c'est aussi de bâtir mon organisation avec laquelle je sois à l'aise, etc. Mais donc, par exemple, je n'ai pas de directeur général adjoint. C'est peut-être une question plus pour le moyen-long terme. Mais aujourd'hui, tout n'a pas été remplacé à l'identique, mais par contre, j'ai aussi procédé à des réorganisations qui me convenaient mieux. Puis, l'IESEG est une structure en développement constant, donc il faut aussi réfléchir l'organisation par rapport à la réalité de l'école aujourd'hui, qui est différente de celle il y a 3 ans ou 5 ans. Et donc peut-être que la structure qui était en place lorsque j'ai été nommée directrice générale adjointe n'est plus la bonne structure aujourd'hui. Mais on évolue vite, donc il faut s'adapter rapidement. C'est pas évident, c'est de l'accompagnement de transformation. En plus, vous avez pris le poste il y a 10 mois, vous avez dit, il y a des choses, comme vous dites, il y a encore... Alors, vous n'avez pas dit le mot trou dans la raquette, mais je vais me permettre. Il y a quelques trous dans la raquette. Comment vous voyez finalement cet accompagnement de transformation? À combien de temps? Et comment vous arrivez à la saisir en même temps que vous prenez votre poste finalement? Ça pose un sujet sur lequel je réfléchis pas mal. Mais déjà, j'ai eu l'opportunité, en fait, de pouvoir contribuer au cours des 3 à 5 dernières années à construire l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc ça, c'est précieux de ne pas hériter finalement de l'organisation qui était à 100% celle de quelqu'un d'autre, mais d'avoir pu mettre ma patte, ma touche dans cette organisation-là, y compris dans le choix des personnes avec qui je travaille. Maintenant, je pense que une école, une entreprise, une organisation, c'est quelque chose de vivant et ça bouge constamment. Et comme je le disais, peut-être que l'organisation d'aujourd'hui, elle nous convient. Peut-être que ce ne sera pas la bonne organisation dans 3 ans et elle était différente de celle d'il y a 3 ans. Donc, je pense qu'il faut aussi réussir à se projeter en disant voilà ce qu'on veut faire de notre école dans les prochaines années et d'accepter que l'organisation d'aujourd'hui n'est pas parfaite, avec éventuellement quelques trous dans la raquette, mais que ça permettra d'être sur le bon niveau d'organisation dans 3 ans ou dans 5 ans par rapport au projet qu'on voudra développer. Et aussi de permettre dans cette organisation-là de laisser les espaces aux collaborateurs qui le souhaitent, de pouvoir grandir, de pouvoir entreprendre, expérimenter, puis de pouvoir aussi évoluer entre différents postes, entre différents services, et de pouvoir grandir avec l'organisation. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de stimulant, c'est que typiquement mon exemple montre qu'on peut grandir avec l'organisation, on peut avoir différents types de carrières, différents types de postes, de périmètres de responsabilité, mais ce que j'allais dire, c'est que au sein de l'IESEG, je suis pas la seule qui ait grandi avec l'école, et il y a pas mal de collègues qui ont aussi qui sont là depuis 10 ans, 15 ans et qui ont vu leur périmètre modifié, élargi, transformé avec l'évolution de l'école. Donc je pense que ça aussi, ça crée finalement une histoire commune, une vision commune de ce qu'on souhaite faire, et c'est ce qui donne la force dans l'organisation, même si effectivement, je ne suis pas si sûre qu'il y ait une organisation parfaite ou idéale. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est quelque chose que moi, j'ai pas forcément entendu. En tout cas, moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que finalement, on laisse dans l'organisation de la place pour grandir. Ok, il y a peut-être des trous dans la raquette, mais il y a cette idée de dire à la fois de façon une organisation c'est évolutif, parce que comme vous dites, les écoles évoluent. Là, on est dans le cadre de l'école. Et en même temps, les gens aussi évoluent. Et du coup, vous dites, voilà, une organisation qui n'est peut-être pas parfaite, mais en tout cas, l'enjeu, c'est de laisser les gens grandir dedans et de la construire avec les gens. C'est ce que j'ai entendu, si je me trompe pas. Complètement. Et du coup, c'est intéressant comme vision, parce que c'est une vision finalement qui a du sens.
C'est pas, on dit pas, on essaie de s'organiser un peu, on voit comment ça marche, etc. Si vous dites, voilà, on veut que l'école grandisse et que les gens grandissent, donc on laisse ça en place. Donc c'est vrai que, non, mais du coup, c'est intéressant comme vision, et évidemment que c'est pas parfait, mais comme vous l'avez très bien dit, tout change à 2-3 ans. Donc en fait, c'est compliqué d'avoir une organisation très arrêtée. Voire encore plus rapidement, des fois. Voire encore plus rapidement, comme vous le dites. Je dirais que je suis sympa avec 2-3 ans, parfois on a 6 mois aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je voulais revenir sur quelque chose dont vous avez parlé un peu tout au fil de cet échange, c'est l'équilibre. Vous avez beaucoup utilisé le mot équilibre, que ce soit vie pro, vie perso, que ce soit dans le cadre des priorités. Du coup, je me demandais, vous, comment est-ce que finalement vous avez maintenu cet équilibre sur 20 ans ? Qu'est-ce qui... Voilà, parce que dans 20 ans, on a beaucoup de choses de la vie qui changent. Qu'est-ce qui est pour vous clé pour maintenir un équilibre en fait sur la durée ? Je ne sais pas si j'y ai déjà réfléchi en ces termes-là. C'est intéressant parce que l'échange permet de prendre du recul aussi sur ces dernières années et sur comment ça s'est déroulé. Moi, clairement, ce qui contribue à l'équilibre, c'est d'avoir un travail qui soit stimulant. J'évoquais le fait que voilà, j'ai continué à apprendre au fur et à mesure. Je pense que j'aurais pas été capable de rester sur le même périmètre pendant 20 ans et je me serais ennuyée ou j'aurais fait autre chose, peut-être une autre activité complètement différente. Donc finalement, le fait d'avoir eu différents postes, différents périmètres, ça m'a permis de pas m'ennuyer puis de continuer à apprendre. Donc ça, c'est un élément important dans mon équilibre. Sortir de sa zone de confort, voilà, prendre des risques de temps en temps. Je sais pas si je vais réussir, mais voilà, je trouve ça stimulant et en tout cas, c'est un de mes moteurs. Et dans le même temps, de passer du temps parfois long, off vis-à-vis du travail, de prendre le temps d'un déjeuner avec mes enfants, on aime beaucoup voyager, donc ça fait partie de l'équilibre familial important. Et puis c'est voilà ce que je retrouve aussi finalement à l'IESEG avec une ouverture internationale énorme. Mais cette dimension-là, elle est importante et voilà de passer du temps sur des activités personnelles, que ce soit sport, loisirs, amis, famille. Je pense que ça c'est vraiment important. J'arriverai pas à avoir des périodes longues où je travaille énormément sans avoir ces respirations en fait qui redonnent de l'énergie pour le travail. Moi, je fonctionne pas mal à l'enthousiasme et à l'énergie, donc j'ai besoin de trouver mes sources de ressourcement et d'énergie pour pouvoir être efficace, être efficiente dans mon travail. Donc moi, je pense que je me connais assez bien et donc voilà, je sais que si j'atteins un certain niveau de fatigue ou de saturation sur tel ou tel sujet, eh ben j'hésite pas à faire une pause. Alors je dis à prendre quelques jours de congé ou à passer à dire bon là je prends 2 heures dans mon emploi du temps à midi pour déjeuner avec les enfants. Ça fait du bien et ça va être d'autant plus productif après derrière et bénéfique pour mon travail que de m'acharner si ça ne va pas et si j'ai pas le bon niveau d'énergie et d'enthousiasme. Donc je pense que ça tourne beaucoup autour de se connaître, savoir comment on fonctionne. Et puis à partir du moment où on se connaît, finalement, d'essayer de l'appliquer autant que possible. Alors, c'est pas toujours possible, mais voilà. Et c'est vrai que moi, par exemple, quand j'étais étudiante, que je sortais d'un examen ou d'un partiel, je savais dire à un point près quelle note j'allais avoir. Je savais que si je m'étais plantée, je m'étais vraiment plantée. Je savais que si j'avais réussi, et je pensais avoir 18, j'avais vraiment une très bonne note. Donc je pense, c'est savoir connaître son mode de fonctionnement et c'est important finalement pour préserver cet équilibre et pas se mettre dans le rouge. Et puis, je pense aussi dans l'équilibre avoir on n'en a pas encore parlé, mais il y a quand même un certain niveau de responsabilité, de pression, de stress. Donc réussir à prendre de la distance aussi par rapport à ça et à réussir à le gérer. Donc ce que j'évoquais sur faire une pause de quelques jours ou voyager ou prendre du temps avec ma famille, mes amis, faire du sport, ça permet aussi de gérer la partie pression et stress qui peut elle aussi être contre-productive si on le gère pas bien et si on le tient pas suffisamment à distance. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette gestion du stress, mais ce que j'entends, ce que vous dites, et vous me contredisez si je me trompe, mais c'est qu'en fait, vous, cet équilibre dont vous parlez, c'est votre façon de gérer le stress aussi. Oui. Complètement. Ah ouais. Mais c'est vrai que la vision que vous donnez, c'est que finalement, l'équilibre pro-perso, vie pro-vie perso, c'est plus une question de dire,
en fait, le fait d'avoir une vie perso, de sortir, me permet de reprendre de l'énergie pour la vie pro. Complètement. Et du coup, j'ai cette sensation, dans ce que vous dites, que lâcher la vie pro, et quand je dis lâcher, c'est-à-dire de lâcher la pression, d'arrêter, c'est finalement pas tant un problème que ça, parce que vous savez que d'aller du côté perso va vous permettre de rebondir. J'ai un exemple tout simple, c'est il y a pas très longtemps, j'étais en déplacement, je sors de l'hôtel, il fait beau, au lieu d'aller directement au boulot, je suis allée marcher 20 minutes. Alors forcément, j'ai plein de sujets du travail qui me trottaient en tête en marchant, mais finalement, il y a un problème où j'ai trouvé la solution, où j'ai eu une idée en allant marcher, en prenant un bol d'oxygène avant de démarrer ma journée de boulot. Et je suis sûre que si j'étais allée directement dans la salle de réunion, etc., je pense que j'aurais pas forcément eu cette idée-là à ce moment-là. Ou des fois, dire... je sais pas, des fois, on a des sujets qui nous contrarient quand même. C'est de dire, je sors de mon bureau, je vais prendre un café, et puis tiens, je tombe sur tel ou tel collègue à la machine à café, on parle d'autre chose, et puis ça permet de résoudre un problème, ou un sujet auquel je pensais pas vraiment. Et puis, ça me permet de penser à autre chose, et je reviens, sur un mode peut-être plus apaisé par rapport au sujet qui pouvait m'ennuyer avant que je sorte de mon bureau. Donc, je pense que c'est savoir lâcher prise sur certains sujets. Alors, c'est pas toujours facile. Il y a des moments. Le stress est là quand même, mais je pense que c'est moi je pense qu'on c'est pas forcément en étant 12 heures par jour derrière son ordinateur devant son bureau qu'on va être productif et au service de sa mission ou de ses responsabilités. Donc accepter à des moments donnés je sais pas, la semaine dernière, il y a un soir à 18h, j'arrivais plus à avancer, j'étais fatiguée, je me suis dit, mais arrête de t'acharner, tu rentres, quoi. Et il n'y a pas de problème à quitter le boulot à 18h. Et au contraire, ça m'a redonné de l'énergie après pour la suite et pour d'autres choses. Ça vous fait gagner du temps, finalement. Oui, finalement, c'est un investissement et ça fait gagner du temps pour la suite. Ok. Je voulais vous poser une question en tant que directrice d'école, qui formait des futurs managers et directeurs RIS, ce que vous pensiez des quotas? Parce qu'il y a de plus en plus de quotas. Il y a une vraie féminisation des postes. Alors, est-ce qu'elle est due aux quotas ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, d'abord, quelle est votre vision sur les quotas? On a de la chance à l'IESEC parce qu'on est, comme je disais, on est très divers, alors que ce soit en termes de nationalité, de culture ou d'équilibre femmes-hommes. Donc ça c'est un élément, je pense, qui fait partie de la richesse de l'école. On a plus de 60 nationalités dans les collaborateurs de l'école. On a quasiment un bon équilibre 50-50 femmes-hommes sur l'ensemble du staff de l'école. Alors après, c'est pas équilibré sur chaque service ou sur chaque département, mais au niveau global, on est équilibré. Et j'ai un comité de direction où il y a 40% de femmes. Donc, je trouve que c'est pas mal. Dans ces 40% de femmes, il y en a un certain nombre que j'ai nommé moi, mais j'allais dire pas tellement par conviction qu'il fallait uniquement plus de femmes dans le comité de direction, mais sur base de leurs compétences et puis d'un fit personnel en me disant c'est avec cette personne-là que j'ai envie de bosser, avec qui j'ai envie de faire avancer le futur de l'école, et il y a un alignement de valeurs par rapport au projet qu'on porte. Donc, j'allais dire, pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment qu'il y a un alignement sur le projet, sur les valeurs, que les compétences soient là, une envie mutuelle de travailler ensemble. Et puis après, homme ou femme, finalement, si ça s'équilibre bien, c'est bien. Au niveau de nos étudiants, on est quasiment équilibré 50-50, et ça, c'est plutôt bien. Par contre, on voit que c'est mon petit coup de gueule, la réforme du bac a fait beaucoup de tort aux jeunes filles vis-à-vis de l'enseignement supérieur dans les formations qui demandent un niveau minimal en méthode quantitative, en mathématiques et en statistiques, puisque depuis la mise en œuvre de la réforme du bac pour laquelle les mathématiques, pour le moment, ne sont plus obligatoires jusqu'en terminale, nous avons perdu, nous sommes passés de 50-50 jeunes femmes, jeunes hommes dans nos étudiants à 40-60 en défaveur des jeunes femmes qui ont, les études le montrent, arrêté plus massivement les maths que les jeunes hommes et qui donc postulent moins à notre concours et à nos programmes. Donc ça, c'est un sujet qui c'est pas un sujet qui préoccupe, c'est un sujet qui m'interpelle et sur lequel je travaille avec quelques collègues pour voir, être sûr que les modalités d'admission ne créent pas des discriminations de genre et mettre les jeunes femmes et les jeunes hommes sur un pied d'égalité pour postuler dans les institutions d'enseignement supérieur.
Donc c'est plutôt comme ça que je l'aborde, en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr que, à la fois côté étudiant, mais aussi côté collaborateur, chacun ait les mêmes opportunités pour intégrer l'institution, pour se développer en interne. Et donc, sur au niveau collaborateur, on a calculé notre index égalité femmes-hommes, on a mis en place un plan d'action et on s'améliore. Donc voilà, j'en suis très contente. Cette règle des maths là pour le bac, ça a changé, je crois, non? Ou je me trompe, ou c'est resté? Alors, cette année, les maths sont revenus en option en première et normalement sont obligatoires à raison d'1h30 par semaine à partir de la rentrée, ce qui ne fait quand même pas beaucoup, mais on va dire que c'est quand même une amélioration. D'accord. Et du coup, dans l'attente, vous avez un peu modifié les concours. Comment ça s'est passé du coup pour Alors, dans l'attente, on n'a pas modifié les concours, puisqu'en fait, le concours a pour objectif de valider les compétences qu'on cherche chez nos futurs étudiants, et donc ça, ces compétences-là, elles n'ont pas changé. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place tout un dispositif de préparation entre la fin du concours et donc l'admission et la rentrée, pour être sûr que nos étudiants, futurs étudiants, aient toutes les clés en main pour pouvoir démarrer le mieux possible, notamment côté méthode quantitative et mathématiques. Donc on a un prof qui nous a proposé et qui l'a fait, qui a créé 200 modules vidéo sur toutes les notions de base que les étudiants doivent maîtriser en maths, en stats, en probabilité, en méthode quantitative, qui sont des modules vidéo très courts de 2-3 minutes, et les étudiants, on leur demande de le faire pendant l'été avant de nous rejoindre, en fonction de là où ils voient leurs lacunes ou les sujets qui ne sont pas maîtrisés. Et je pense que ça facilite l'intégration. Mais effectivement, finalement, c'est l'enseignement supérieur qui a dû s'adapter à la réforme du lycée et non pas l'inverse, alors que le lycée doit quand même préparer à l'intégration dans l'enseignement supérieur. Donc on a maintenant 3 semaines en début d'année de préparation et d'intégration. Et donc on commence nos vrais programmes un petit peu plus tard. Ok, je comprends. J'ai quelques dernières questions à vous poser, qui sont celles que je pose à tout le monde, qui sont, si vous donniez un conseil à la personne que vous étiez avant de devenir directrice, ce serait quoi? Je pense que je me serais entraînée à prendre la parole en public beaucoup plus tôt, parce que finalement aujourd'hui ça fait partie de mon quotidien. Et alors on est ici pour le podcast, mais j'ai régulièrement maintenant des interviews avec des journalistes, voire des plateaux télé, voire des interventions. On parlait de la soirée des diplômés devant plusieurs centaines de personnes, des interventions devant des amphis de centaines de parents et autres. Et ça, effectivement, j'étais pas forcément préparée complètement avant de prendre mon rôle de directrice générale. Donc cette prise de parole publique, qu'elle soit écrite ou orale, je pense que si j'avais pu le faire avant, je pense que ça m'aurait fait gagner un petit peu de temps. Ouais. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les générations de directrices à venir? Qu'elles se fassent confiance et qu'elles osent. Je pense que c'est important, finalement, de prendre son destin en main. Mais oui, c'est une question d'être acteur de sa carrière et de son parcours et d'aller de l'avant et de se faire confiance et de ne pas avoir... peut-être une trop grande humilité ou de ne pas oser. Je pense que ça, c'est important. Qu'est-ce qui vous donne à vous votre confiance en vous? Ou qu'est-ce qui fait que vous avez confiance en vous? J'ai des doutes, des fois, comme tout le monde. Je pense que, je pense que ça fait partie des choses. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas s'isoler et de ne pas travailler seul. Donc, ce qui donne confiance, déjà, c'est de voir que les projets avancent, que les résultats sont là. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé, pour utiliser une expression familière, mettre les mains dans le cambouis, faire les choses par elle-même. Et puis, une fois que je maîtrise, là, je me sens capable de déléguer. Donc, je pense que c'est ça aussi qui me donne confiance, c'est d'avoir cette maîtrise des différents sujets. Et puis, une fois que je les maîtrise et que je sais comment ça se passe ou que j'ai fait mes preuves, je peux passer à autre chose. Et cette partie-là, je sais que je peux la déléguer. Donc, ça fait partie des différents ingrédients qui donnent confiance. Et puis, d'aller chercher aussi, quand je disais ne pas s'isoler, c'est aussi en cas de doute ou de baisse de confiance, c'est d'aller se confronter à l'extérieur, à d'autres idées, à d'autres personnes, à d'autres dirigeants d'entreprise, pour se réassurer. Et finalement, on se rend compte que le parcours, les doutes, ce qui va bien, ce qui va moins bien est commun à beaucoup plus de personnes qu'on ne pourrait le soupçonner. Donc c'est toujours utile. Et ce qui me donne aussi
aussi beaucoup d'énergie et sans doute ça contribue à alimenter ma confiance. C'est, comme je disais, c'est les échanges avec les diplômés, les échanges avec les étudiants. Ça, c'est vraiment énergisant et puis très, très stimulant et ça donne envie d'aller encore plus loin pour eux. Donc, je pense que c'est un cercle vertueux vis-à-vis de la confiance. Très bien, merci. Qu'est-ce que vous souhaitez aux générations de directeurs à venir ? La même chose qu'aux générations de directrices. Très bien. Non, mais ça peut, hein. Tout à fait. Donc de se faire confiance, du coup. Ah oui, complètement. Je pense que il faudrait surtout pas qu'on tombe dans l'excès inverse et qu'on en vienne à devoir mettre des quotas pour les hommes dans les comités de direction, etc. Moi, je crois vraiment à l'intelligence collective et à la force du collectif et de la diversité. Et, je pense que c'est pas les uns contre les autres, mais c'est vraiment les uns avec les autres et que ce soit encore une fois en termes de nationalité ou de genre, je pense que c'est une question d'équilibre. Toujours. Ça marche. Et selon vous, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises et ou la société pour arriver à une égalité de pouvoir ? J'ai un peu de mal avec cette question. Alors déjà, j'ai pas beaucoup d'expérience d'autres contextes que celui que je connais. Et dans mon contexte professionnel, j'ai toujours évolué dans un environnement où, sans discrimination et avec une grande ouverture, un grand respect. Donc finalement, j'ai pas eu de bataille à mener parce que j'étais une femme pour avoir plus de responsabilités. Et un de mes premiers postes à responsabilité managériale d'une équipe assez conséquente, je venais d'apprendre que j'étais enceinte de mon 4e enfant, donc avec un congé maternité plutôt long. J'ai fait le choix d'être transparente et d'en parler à mon directeur qui m'a dit mais de quoi tu me parles ? Enfin, c'est pas un problème. Enfin, ça ne change rien. Et donc voilà, je pense que j'ai eu cette chance et c'est aussi ce que je promeux maintenant en termes de culture d'entreprise et de soutien au développement des carrières. Donc finalement, je ne sais pas ce qu'il faudrait changer dans les autres, mais c'est peut-être sans doute l'état d'esprit et encore une fois, l'attention, l'accompagnement aux équipes et avoir la volonté de développer le potentiel de chacun. Qu'on revienne d'un congé parental, d'un congé maternité, d'un congé paternité et que l'accompagnement puisse se faire à tous les niveaux. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.